De la rue à l'Assemblée nationale, c'est une trajectoire pour le moins surprenante. On va décrypter ensemble comment un groupe antifasciste radical, la Jeune Garde, a réussi à utiliser la violence pour se faire une place au cœur même de la politique française. Et pour commencer, il faut bien comprendre le personnage central, et surtout le paradoxe qu'il incarne. D'un côté, Raphaël Arnaud, élu député de la République. De l'autre, le même Raphaël Arnaud, fiché S et même condamné pour violence. Comment ces deux réalités peuvent-elles coexister chez un élu? C'est une vraie question. Du coup, la question qui se pose, elle est assez simple. Comment est-ce qu'on passe du statut de leader d'un groupe de rue, connu pour sa violence, à celui de député siégeant au cœur de notre démocratie? C'est ce parcours qu'on va décortiquer. Alors pour bien comprendre cette ascension, il faut vraiment revenir au début, aux origines de la Jeune Garde. Quelle était leur stratégie pour, finalement, obtenir cette légitimité politique? Alors la Jeune Garde, ce n'est pas le groupe antifasciste clandestin classique, pas du tout. Eux, dès leur création en 2018, ils ont une stratégie bien différente et très claire. La visibilité à tout prix. Les médias, les réseaux et surtout ce qu'on appelle l'entrisme institutionnel. L'idée, c'était pas de combattre le système de l'extérieur, mais bien de l'infiltrer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette stratégie a fonctionné. Regardez bien. Le noyau dur de la Jeune Garde a été littéralement absorbé, institutionnalisé, via la France Insoumise. Raphaël Arnaud, le cofondateur, devient député, et un autre cadre du groupe, Jacques-Élie Favreau, devient son attaché parlementaire. Le transfert de la rue au Parlement est direct, sans filtre. Et cette alliance, elle n'est pas cachée, bien au contraire, elle est revendiquée au plus haut sommet de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon lui-même parle d'une organisation alliée. En faisant ça, LFI offre en quelque sorte un bouclier politique à la Jeune Garde. Chaque action violente dans la rue se retrouve d'une certaine manière légitimée par ce soutien politique. Mais attention, cette stratégie politique, elle ne sort pas de nulle part. Elle ne flotte pas en l'air. Non, elle est ancrée dans le bitume, dans la rue. Et son moteur, son carburant, c'est la confrontation physique. Il y a une véritable doctrine de la violence derrière tout ça. Et au cœur de cette doctrine, il y a un concept fondamental, la violence en miroir. C'est assez malin comme rhétorique. En gros, l'idée, c'est que leur violence n'est jamais une agression de leur part. Non, c'est toujours une réponse, une forme d'autodéfense populaire face à une violence qui serait celle de l'extrême droite ou même de l'État. C'est l'argument central qui justifie tout le reste. Et évidemment, cette doctrine, elle ne reste pas théorique. Elle se traduit par des actions très concrètes. On parle d'entraînements intensifs au sport de combat, au combat de rue. On parle aussi d'une glorification des passages à tabac qu'ils appellent le marbrage ou le recadrage. Et tout ça est mis en scène sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram, pour construire une image de dangerosité, pour intimider et bien sûr pour recruter. Le problème, c'est que cette violence, elle ne vise pas que des militants d'extrême droite. Et un événement en particulier va le montrer de façon brutale en avril 2021. C'est un tournant, parce que ça a prouvé que n'importe quel citoyen ordinaire pouvait devenir une cible. Et quand on regarde le déroulé de cette agression, c'est vraiment glaçant. Tout part d'un simple soupçon, basé uniquement sur l'apparence physique d'un jeune homme, Geoffrey. Ensuite, l'humiliation. Il est forcé de se déshabiller en pleine rue pour qu'on vérifie s'il a des tatouages nazis. Et enfin, la violence pure. Il est roué de coups au sol par un groupe mené par Raphaël Arnaud en personne. Et le point crucial, c'est que Geoffrey n'avait absolument aucune affiliation politique. Et attention, l'affaire Geoffrey, ce n'est pas un dérapage, pas un cas isolé. Loin de là. Entre 2018 et 2025, les autorités ont attribué pas moins de 52 agressions et menaces à la Jeune Garde. On est donc face à un véritable système, une violence organisée. Et puis, la violence va prendre une tournure encore plus sombre. En mai 2024, plusieurs membres sont mis en examen pour une agression à caractère antisémite sur un adolescent de 15 ans. Là, c'est un choc. L'affaire provoque une condamnation quasi unanime et les appels à la dissolution du groupe se font de plus en plus forts. Face à cette escalade, à cette accumulation de faits de violence, l'État ne pouvait plus rester les bras croisés. La machine judiciaire et administrative finit par se mettre en mouvement. Et donc le 12 juin 2025, le couperet tombe, le gouvernement annonce la dissolution officielle de la Jeune Garde. La décision s'appuie sur le Code de la sécurité intérieure qui vise les groupes qui provoquent à la haine ou à la violence. Et quand on lit les motifs de la dissolution, c'est sans appel. Le décret parle d'un fonctionnement comme une milice privée, de provocation et d'actes de violence contre des personnes et des biens, de menaces de mort explicites. Bref, on est loin de la simple bagarre de rue. Le gouvernement décrit bien une stratégie de violence délibérée. Mais c'était sans compter la réaction de la France Insoumise. Eux, ils ne vont pas du tout condamner la violence.
Au contraire, ils contre-attaquent sur le terrain purement politique. Leur slogan, c'est « On ne dissout pas l'antifascisme ». C'est une manœuvre très habile, ils transforment une décision administrative basée sur des faits de violence en une attaque idéologique. En gros, ils se positionnent en défenseurs de l'antifascisme pour protéger le groupe. Seulement voilà, dissoudre un groupe sur le papier, administrativement, ça n'efface pas les réseaux ni les idéologies. Et la violence, elle, ne s'est pas arrêtée. Un drame va le prouver de la manière la plus terrible qui soit. La mort de Quentin Desranquet, ce jeune militant de 23 ans battu à mort, change tout. L'enquête se tourne immédiatement vers d'anciens membres de la Jeune Garde. Et là, ça soulève des questions absolument fondamentales. D'abord, à quoi sert une dissolution si la violence perdure et même s'aggrave? Et surtout, quelle est la responsabilité morale et politique des élus qui ont donné une caution, une légitimité à ces militants violents? Alors, au final, quel est le bilan de tout ça? Quel est l'héritage que laisse le phénomène de la Jeune Garde? Eh bien, cet héritage, il est assez lourd. D'abord, ils ont complètement brouillé les frontières en faisant accepter par un grand parti politique l'idée qu'un groupe quasi-militaire pouvait être un allié. Ils ont normalisé la violence comme un outil politique. Ensuite, ils ont transformé l'activisme en une sorte de guerre de territoire pour contrôler l'espace public par l'intimidation. Et enfin, et c'est peut-être le plus inquiétant, ils ont prouvé qu'une simple dissolution administrative est impuissante à démanteler les réseaux et l'idéologie qui nourrissent cette violence. Toute cette affaire nous laisse face à une question qui est, au fond, vertigineuse. Quand la violence de la rue, avec ses méthodes et ses acteurs, fait son entrée au Parlement, quelles sont les conséquences pour la démocratie? Le précédent est là, et ses effets sur le long terme, eh bien, ils sont encore à écrire.